Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci de prendre ce temps sur peut-être votre pause déjeuner. Peut-être qu'il y en a qui mangent en même temps, donc bon appétit à celles qui sont en train de manger. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la CSRD. Alors on est super content parce qu'on avait un petit peu peur, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi l'actualité. Hier, au Parlement européen, il y avait une motion de censure qui a été rejetée. C'était une proposition de certains députés pour faire opposition à la CSRD. Et alors, elle a été votée contre. Donc, moins par mois, ça fait plus. Donc, cette motion anti-CSRD a été rejetée quand même à 359 contre et 261 pour. Hein. Donc, c'était quand même une petite crainte. Donc ça aurait été un peu difficile de faire ce webinaire juste après, mais donc c'est une bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, notre objectif globalement, dans ce webinaire, c'est de vous partager notre lecture chez Tuvalu de la CSRD, ce que ça va changer. Donc à la fois en termes de reporting, mais aussi en termes de cadre de transformation des entreprises pour intégrer disons, les impacts extra-financiers dans la stratégie d'entreprise, ce qui est d'ailleurs la mission de Tuvalu. Tuvalu, on est une entreprise à mission et notre raison d'être est justement d'intégrer l'impact dans la stratégie des organisations. Euh, donc aujourd'hui, on va commencer par décrypter, disons, les grandes lignes de la CSRD, rappeler un petit peu le contexte. On parlera ensuite un petit peu plus en détail sur le climat et on gardera un petit peu de temps sur des échanges, des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et on va se présenter également. Je suis avec Caroline et Mélodie qui vont co-animer ce webinaire avec moi. Je vous laisse vous présenter. Oui. Caroline Bordeaux, donc chef de projet RSE et climat chez Tuvalu, et aussi en charge pilote des sujets RSE de veille, notamment sur la CSRD. Mélodie Colonissa, donc aussi chef de projet RSE et aussi avec une casquette dans l'équipe produit, où là, mon rôle, c'est d'animer aussi des sessions de co-construction pour faire avancer l'outil en fonction des besoins de nos utilisateurs. Merci. Donc Caroline, c'est vraiment notre experte CSRD. Elle est incollable sur le sujet. Voilà. Mélodie, si vous faites de la RSE chez Tuvalu depuis quelques temps, vous la connaissez forcément. Donc super content d'animer avec vous. Et donc moi, Nicolas Desmoitiers. On vous attend. À tout de suite. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ceux qui sont, si jamais vous ne pouvez, je peux vous couper votre micro, c'est mal poli, mais coupez votre micro si vous êtes. L'incendie à Coupez votre Bretonçon, micro. c'est des enfants de 5e qui partent du collège. Et du coup, cette nuit, Même. 2 enfants de 5e sont décédés, la mère et la sœur à Bretonçon. Voilà. Alors, merci. OK. Et donc, je disais, Nicolas Desmoitiers. Donc, moi, je suis directeur de la R&D chez Tuvalu. Et alors là, en ce moment, je suis également plus que jamais un doctorant en sciences du climat, comme on peut le voir sur ma présentation. Je suis vraiment sur la transition puisque j'ai mis le point final à ma thèse sur les stratégies climat ce matin. Donc ravi de faire cette transition. Et donc moi, je serai là aujourd'hui plutôt pour faire un focus sur le climat et voir comment la CSRD va transformer potentiellement le reporting sur le climat. Donc pour cela, on va commencer par une présentation un petit peu générale des grands principes de la CSRD, à la fois donc qui globalement donne un cadre en fait réglementaire sur les stratégies extra-financières des organisations. Donc on le verra avec Caroline. Ensuite, on fera un point d'attention sur le climat avec moi, donc à la fois sur la partie stratégie, sur la mise en œuvre et sur les cibles, les objectifs de réduction et les indicateurs. On verra qu'une des grandes nouveautés de la CSRD sur ce point, c'est d'aller largement au-delà
de la comptabilité carbone, voire même des objectifs de réduction. Dans cette partie-là. Et ensuite, on vous parlera un peu des prochaines étapes, à la fois, disons, du calendrier de la CSRD, et puis aussi des prochaines étapes pour Tuvalu, pour vous en tant qu'organisation, ou vous en tant que partenaire, donc notamment avec Mélodie. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long, et on prendra du temps à la fin pour y répondre. Et donc, je vais vous laisser avec Caroline pour les grands principes de la CSRD. Et donc, la question moi, que je te poserai, Caroline, c'est un petit peu qu'est-ce que ça change? Est-ce que la CSRD, c'est vraiment tout nouveau? Ça révolutionne le reporting extra-financier? Ou est-ce que ça s'appuie sur des bases? D'où est-ce que ça vient? Et comment on peut cadrer un petit peu ça en 10 minutes? En 10 minutes. Défi relevé. Merci Nicolas et puis bonjour à tous. Ravi de vous parler aujourd'hui de la CSRD. Effectivement, c'est un sujet que l'on voit arriver depuis déjà presque 1 an et demi et qui en même temps va bouleverser les pratiques de reporting extra-financier, mais pour autant pousser d'excellentes bonnes pratiques qui existaient déjà. Donc, on est sur plutôt une consolidation de 15-20 années d'exercice du reporting extra-financier qu'on vient harmoniser, ouvrir, cadrer un peu plus, et tout ceci au service on l'espère, d'une transition des entreprises et des organisations vers notamment la transition écologique, mais aussi sociétale. Voilà, c'est piloter des informations, pas que pour reporter, mais bien pour servir un but plus général, notamment avec voilà, la mise en œuvre des ODD et de la stratégie Green Deal de l'Union européenne. On va essayer de faire un petit récap de où on en est sur la CSRD aujourd'hui. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, que vous avez déjà peut-être eu un webinaire ou lu quelques petites choses. Donc, si vous avez besoin de vraiment beaucoup plus d'informations, dites-le dans les commentaires et puis on pourra faire quelque chose peut-être de plus détaillé. Alors, la CSRD, c'est quoi? Donc, c'est une directive de reporting de soutenabilité en bon français au niveau européen qui vient, pour moi, les mots-clés sont renforcer des pratiques existantes, les harmoniser pour que tout le monde reporte à peu près de la même façon et fiabiliser les informations extra-financières, notamment au service des personnes et des organisations qui viennent les analyser pour prendre des décisions d'investissement, mais aussi pour les entreprises pour prendre des décisions dans la stratégie d'investissement, mais aussi de mise en œuvre des plans d'action. Ça vient à l'origine du pacte vert européen ou le Green Deal et ça va venir remplacer une directive existante, bonjour les acronymes, qui s'appelle NFRD, mais qu'on connaît en France sous la DPEF, Déclaration de performance extra-financière. Il faut un petit peu voir ça comme ça, c'est la succession de la NFRD, mais plus d'entreprises vont être considérées pour cette nouvelle directive. Donc, premier étage d'information. Ensuite, les principes généraux, la philosophie, comment c'est construit cette norme de reporting. Alors, on a essayé de vous faire un petit schéma pour qu'on s'y retrouve. Déjà, on couvre les sujets ESG, environnement, social et gouvernance. C'est globalement le périmètre global de la CSRD. Sur ces sujets, on vient demander aux organisations de se positionner, de publier des informations sur 4 types ou 4 volets. Des informations de gouvernance, donc comment les sujets sont pris en compte, des informations de stratégie, ensuite tout ce qui concerne l'impact et l'analyse de risque, qui est en acronyme IRO, incidence, risque, opportunité, et enfin la performance. Et d'ailleurs la performance, ce sont les cibles et les indicateurs. Donc pour chaque sujet, on va avoir 4 dimensions. Et enfin, on va à terme avoir plusieurs types de normes. Aujourd'hui, on a des normes universelles pour tous les secteurs, donc on va vous en présenter par la suite, et viendront, dans un calendrier un petit peu incertain, des normes sectorielles et certainement un package un peu spécifique pour les PME et les sociétés cotées en dehors de l'Union européenne. Donc voilà, ESG sur 4 volets. C'est un petit peu et des normes communes dans un premier temps. Le message clé qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que la directive, elle s'appuie sur des fondamentaux de la RSE. On a une très grande inspiration dans la CSRD, des standards de type ISO 26000, GRI,
donc le Global Reporting Initiative, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. Et sur le climat, peut-être avez-vous entendu parler de la TCFD, qui a été le groupe de travail sur les informations à publier pour le climat. Donc, on a une reprise de l'existant, un petit peu une simplification, une harmonisation, on l'espère. Donc, je dirais des sujets plutôt classiques avec quand même des thèmes assez pointus, hein, les microplastiques ou le bien-être animal qui font leur apparition sur le devant de la scène. Mais globalement, peut-être 80% des sujets sont assez connus, en tout cas dans leur définition. La structuration, et là c'est un point assez intéressant, la directive CSRD ne se concentre pas que sur des indicateurs. Elle vient promouvoir des bonnes pratiques d'inscription de sujets développement durable dans la gouvernance de l'entreprise, aller regarder le lien avec la stratégie commerciale, la stratégie financière. Donc on sort un peu de la RSE périphérique, hein, qui a été un peu le sujet de ces dernières années, pour aller plus loin, plus intégré, pour transformer davantage. Et ça, c'est assez louable. Et on espère que l'esprit de cet esprit de la loi va perdurer et on ne sera pas trop noyé sous les informations à publier. Alors, quand même, des choses vont changer, notamment cette standardisation. C'est la première fois qu'on va avoir au niveau européen une liste imposée de thèmes et d'indicateurs à reporter. On verra après, il y a 12 normes, donc des sujets imposés et des indicateurs. On l'avait un petit peu eu au niveau du Grenelle de l'environnement, pour ceux qui s'en souviennent, mais on a quand même beaucoup à jongler entre les différents référentiels. Là, on va avoir une liste dont le libellé des indicateurs sont standardisés et traduits. La double importance, qu'on appelle aussi double matérialité, là, elle est, on va vers une étape au-dessus, elle a beaucoup été discutée, c'est l'analyse des impacts de l'entreprise sur son environnement et les impacts de l'environnement sur l'entreprise, une approche un peu risque-opportunité. On parle aussi d'informations quantitatives et qualitatives, donc pas que des chiffres, beaucoup de descriptions, et on vient renforcer les pratiques d'audit pour fiabiliser la production d'informations. Et enfin, les formats, ça viendra un peu plus tard, mais on a l'intégration des données extra-financières au rapport de gestion dans un format digital qui est encore en cours d'élaboration au niveau de l'EFRAG. Mais c'est un peu les grandes tendances de ce qui va changer. Alors, une petite mise à jour, hein, Nicolas a parlé du vote d'hier. On verra... Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les ESRS, donc ces normes, ESRS ou normes, sont globalement validées. Donc, on va travailler sur ces sujets de principes généraux et sur les 3 piliers, environnement, social et gouvernance. Donc, voilà, on a les sujets définis sur lesquels les entreprises et les organisations vont venir reporter et se structurer. Donc, assez classique, comme je le disais, changement climatique, pollution, les travailleurs de la chaîne de valeur, les effectifs, la conduite des affaires. Ça va pas, ça ne risque pas de trop bouger. Donc là, c'est vraiment le cadre à avoir en tête, le périmètre d'action sur lesquels on va venir bouger. Ce qui risque de changer, aujourd'hui, on vous met ces informations à disposition. Il est possible que d'ici la fin de l'année, au cours de l'évolution de la transposition de la CSRD en droit local, il y ait peut-être encore des ajustements sur les seuils d'éligibilité. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on sait. Demain, voilà, il est possible que les seuils financiers bougent, mais on vous tiendra évidemment au courant. L'information importante à retenir, en plus de ces années de publication, on vient en fait croiser des informations financières, donc de chiffre d'affaires au bilan, et des effectifs. Et la combinaison des deux vous met dans un calendrier progressif de déploiement. Donc, au plus tôt en 2025 sur des données 2024, et puis sinon, ça peut s'échelonner dans les prochaines années. Donc, vous n'êtes pas tous concernés au même niveau. Pour autant, dans une logique un peu client-fournisseur et d'effet d'entraînement de l'ensemble du marché, on va voir quand même une utilisation progressive de ces indicateurs, notamment de la CSRD, par un plus grand nombre d'entreprises, même si elles n'y sont pas obligées. Voilà. Et enfin, je voulais faire un petit point sur les évolutions réglementaires avant de passer la main sur le climat.
On a vu déjà je dirais, il y a un gros point, c'est qu'on a une traduction française. Il y a des évolutions sémantiques, hein, allez-y, regardez un petit peu le sujet. On parle de double importance au lieu de matérialité, incidence au lieu d'impact, tout ça, mais il faut se familiariser avec le contenu. Il n'y a plus d'informations réellement obligatoires, notamment le changement climatique et les effectifs. Seul le SRS2 est obligatoire. Et des délais supplémentaires sont prévus. Donc, on le verra tout au long de la présentation pour le climat, mais il y a un certain nombre d'informations pour lesquelles les entreprises pourront publier un peu plus tard si elles ne disposent pas de l'information. Donc là, je vous invite à bien regarder toutes les questions d'aménagement et de délais supplémentaires. Alors, c'était un premier panorama en 10 minutes de la CSRD. Nous, ce qu'on voulait faire un éclairage particulier, l'illustrer par le climat. Comme vous savez, Tuvalu, c'est un module RSE et un module climat. Donc, Nicolas va nous faire un petit plongeon dans l'univers climat de la CSRD. Et à mon tour de lui poser une question, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça va changer la CSRD et qu'est-ce que ça vient appuyer comme bonne pratique en fait selon toi? Merci Caroline. Donc en effet, ça va permettre d'illustrer en fait comme tu le disais juste avant. Finalement, cette CSRD et le CRS1, E1 sur le changement climatique, finalement, c'est une synthèse de toutes les bonnes pratiques de plusieurs référentiels qui existent déjà. Et donc la première chose, c'est que ça apporte un cadre sur les stratégies climat euh, qui permettent de définir une stratégie climat, disons, plus exhaustive. La première chose, c'est que ça dépasse largement la réglementation qu'on avait jusqu'à maintenant, hein, puisque jusqu'à maintenant, la réglementation s'intéressait surtout aux émissions de gaz à effet de serre, la comptabilité carbone, historiquement avec le scope 1 et 2, puis plus récemment en France avec l'intégration du scope 3, hein, donc dans le BGS réglementaire. Là, on va voir qu'on va largement au-delà de uniquement la mesure de l'impact carbone des organisations vers à la fois des objectifs de réduction et des moyens pour atteindre ces objectifs de réduction. Donc, ce que beaucoup d'entreprises faisaient déjà hein, de manière volontaire, mais là, on a un cadre réglementaire au niveau européen qui harmonise, standardise ces stratégies climat. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a vraiment une dimension, la CSRD se veut avoir une dimension transformative, transformatrice. Donc, justement pour intégrer des notions de trajectoire, des notions de moyens sur la transition. On peut voir sur la slide suivante qu'est-ce qu'une stratégie climat en fait. Hein. C'est globalement il y en a qui font des thèses là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question. La comptabilité des émissions de gaz à effet de serre est très normalisée avec la méthode bilan carbone ou la méthode GHG protocole, hein, qui se basent tous les deux sur une norme ISO. Au-delà, déjà, quand on veut définir des objectifs de réduction, c'est un peu plus difficile. Donc, il existe aussi une méthode de référence qui est la méthode Science-Based Target, qui va être une méthode qui va être utilisée pour reporter ces objectifs dans le cadre de la CSRD. Et en fait, tous les autres éléments d'une stratégie climat, donc qui peut être l'influence d'une entreprise, la capacité d'une entreprise à adapter sa stratégie et à transformer son modèle économique, les actions mises en place vont s'appuyer sur des méthodes existantes. Hein. Nous, chez Tuvalu, par exemple, on utilise beaucoup avec les organisations la méthodologie ACT pas à pas. Et donc, c'est ces différentes méthodologies qui vont permettre d'avoir les éléments à reporter sur la CSRD. Pour avoir une vision globale, on peut un peu prendre cette vision-là. Globalement, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des stratégies climat s'intéressaient uniquement à la colonne de droite, ici, hein, dans une stratégie climat, donc, qui est la mesure de la performance, avec la mesure d'émissions de gaz à effet de serre, hein, donc c'est le E1,6 sur les 3 scopes, parfois avec des objectifs mesurables donc de réduction, pas mal d'informations sur la consommation énergétique, optimiser l'efficacité, etc. Et en fait, la CSRD vient rajouter une surcouche stratégique, donc à la fois avec des indicateurs quantitatifs qui dépassent uniquement les émissions induites des organisations. Hein, donc c'est ce qu'on voit
aussi dans la colonne de droite avec est-ce qu'il y a des projets d'absorption, donc une contribution des organisations à la neutralité carbone, au développement de puits carbone via des crédits carbone. Et donc là, on ne parle pas du tout de compensation, hein, mais bien de contribution, souvent financière, à la neutralité carbone. Est-ce qu'il y a un prix interne du carbone, donc qui est un peu un prix qui va diriger, qui va permettre de financer de manière interne la transition bas carbone. Donc là, il y a une notion de finance. Comment est-ce que je finance ma transition bas carbone? Et sur la partie quantitative, il y a également des éléments qui sont liés à l'analyse de risque, donc liés au changement climatique. Mais au-delà de cette mesure de la performance bas carbone, on a des éléments à reporter sur comment est-ce que je mets en œuvre ces objectifs de réduction, comment est-ce que je passe de mon point de départ avec ma comptabilité carbone à mes objectifs, à ma trajectoire bas carbone, comment est-ce que je l'applique. Donc à la fois avec une analyse stratégique, à la fois avec des politiques, donc c'est entendre par politique un grand plan stratégique avec des axes, comme on peut avoir dans une stratégie RSE, hein, qu'on va décliner dans une stratégie climat, et évidemment un plan d'action mesuré, piloté, donc cette partie mise en œuvre. Et après, au-delà de cette partie mise en œuvre, on a encore deux grands éléments qui vont être la stratégie globale, où là, on va s'intéresser à comment est-ce que globalement, on fait un lien avec la stratégie de l'organisation. Donc, une stratégie d'investissement, une stratégie de cible globale à atteindre, donc dans cette notion de stratégie. Et évidemment, pour que cette stratégie climat soit efficace, effective, il faut absolument intégrer la gouvernance. Et c'est une nouveauté également de la CSRD, c'est d'intégrer, d'imposer un reporting sur cette gouvernance qu'on va détailler juste après. Dans la suite de cette petite présentation, je vais prendre ces 4 volets et je ne vais pas forcément parcourir tous les éléments, tous les volets, mais vous donner un petit peu des exemples d'éléments à reporter et pourquoi est-ce que c'est pertinent de les reporter. Sur la partie gouvernance, globalement, c'est souvent en fait quand on commence dans les stratégies climat, surtout quand on commence par des bilans carbone, on se heurte un peu au plafond de verre de la comptabilité carbone, voire au plafond de verre de la RSE. Et donc ici, ce volet gouvernance, il assure justement qu'on intègre bien le climat dans les stratégies des organisations et pas avoir une stratégie périphérique, hein, comme le disait Caroline avec les stratégies RSE périphériques, mais bien intégrées dans la stratégie de l'organisation. Donc ici, par exemple, nous, c'est aussi un indicateur chez Tuvalu, hein, donc dans le cadre de notre comité de mission, c'est de voir le nombre d'interventions qu'on fait dans des comités de direction sur les sujets du climat. Et donc ça, c'est un indicateur très parlant pour nous, puisque c'est là qu'il y a un potentiel transformatif, à quel point le climat est un sujet traité au plus haut niveau des organisations et évidemment dans tous les autres niveaux des organisations. Et donc là, ce volet gouvernance va justement essayer de caractériser comment est-ce que le sujet du climat est traité, comment les décisions sont prises dans la stratégie. Il y a également je vais passer à la stratégie juste après, mais sur la gouvernance, il y a également un point qui est intéressant, c'est la partie rémunération, qui est un exemple que j'aime bien, puisque c'est bien d'avoir le climat porté au plus haut niveau des organisations. Après, c'est comment est-ce que globalement le climat est un sujet intégré dans la stratégie d'organisation et donc déployé de manière opérationnelle. Il y a plein de manières, mais les incitations financières sont un moyen de diffuser, déployer la stratégie climat dans l'organisation. Et donc là, un indicateur qui peut être intéressant aussi, c'est la part liée disons, à des objectifs relatifs au climat sur la rémunération variable des cadres dirigeants ou du variable globalement dans l'entreprise. On a certains clients qui commencent à mettre une partie de l'accord d'intéressement qui est lié aux objectifs de réduction du bilan carbone. Et donc là, c'est intéressant, ça permet de vraiment motiver concrètement les entreprises à réduire, les employés même, à changer de pratique en lien avec l'atténuation du changement climatique. Sur la partie stratégie, là, globalement, on va avoir la partie stratégie va permettre de faire le lien entre la gouvernance, la vision globale de l'entreprise
et la partie quantifiée qu'on a après sur le plan d'action et sur la partie métrique. Et donc, globalement ici, on va juger de on va avoir on va reporter pour juger de la cohérence globale de la stratégie climat. Donc, à la fois entre les objectifs et leur compatibilité par rapport aux objectifs des accords de Paris. Donc, est-ce que la trajectoire bas carbone définie par l'organisation est assez ambitieuse et juste pour contribuer à l'atténuation du changement climatique? Donc là, la plupart du temps, c'est vraiment la méthodologie Science-Based Targets ou l'alignement avec la stratégie nationale bas carbone qui va être utilisée, qui va être une méthode pour pouvoir reporter ces objectifs de réduction. Et après, on a également d'autres manières de juger de la cohérence. Et donc, si je prends un autre exemple, les émissions verrouillées, c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. Globalement, les émissions verrouillées, ça va être un bon moyen de juger de la cohérence de la trajectoire, puisque elles représentent les émissions qui vont avoir lieu quoi qu'il arrive dans le futur. Par exemple, si je construis une usine que j'amortis sur 30 ans financièrement, et ben dans la partie bilan carbone, on va aussi amortir sur 30 ans l'impact de la construction de l'usine. Et donc, pendant les 30 prochaines années, ces émissions vont être verrouillées, on ne pourra pas les réduire puisqu'elles elles sont engagées. Et donc, évidemment, si les émissions verrouillées sont supérieures à la trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et ben on a un manque de cohérence dans la stratégie climat de l'organisation. Sur la partie suivante, sur la mise en œuvre. Donc là, il y a différents indicateurs, notamment l'analyse de risque, l'analyse stratégique, qui est assez intéressante puisque elle permet de vérifier qu'on n'a rien oublié dans une stratégie climat. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur le climat? Donc évidemment, il y a une dimension éthique, en faire sa part, responsabilité des entreprises, mais il y a plein d'autres enjeux et c'est important d'avoir une vision globale des risques dans un cadre de double matérialité, de double importance sur le climat. Parce que là, il peut y avoir globalement des risques liés à la réglementation. Bon, alors ça, si globalement on parle de CSRD, je pense qu'on les a pris en compte, de ne pas être en retard par rapport à la réglementation. Mais il y a également d'autres risques de transition qui sont des risques liés à la technologie, liés au marché, des risques stratégiques de rupture de chaîne d'approvisionnement, de hausse des prix énergétiques, des risques liés à la transition énergétique, etc. Et des risques physiques sur ces différents sites, donc liés au changement climatique, donc qui peuvent être à la fois des risques chroniques sur le long terme, donc par exemple la submersion dans les régions côtières, ou des risques ponctuels sur des événements extrêmes qui sont importants à prendre en compte à la fois pour la pérennité financière de l'organisation et également pour s'adapter et contribuer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc globalement, cette analyse de risque, elle va être assez importante sur la partie climat. Et peut-être un petit point important aussi sur la CSRD, si on prend un petit peu de hauteur, c'est que le climat, c'est le seul volet, disons, même dans la partie environnementale, pour lequel il n'y a pas une matérialité à faire pour reporter ces émissions, pour reporter les enjeux relatifs au climat. Ici, la logique, elle est contraire. En fait, si jamais une entreprise ne veut pas reporter ses émissions, reporter ces éléments relatifs au volet climat, il faut qu'elle prouve qu'elle n'est pas, que c'est pas un enjeu matériel, un enjeu important pour cette organisation. Et donc ça, pour tous les autres volets, ou presque, il y a un enjeu de matérialité donc, qui est hyper important en amont du reporting de la CSRD pour voir quels vont être les points les plus importants à reporter dans la CSRD. Ensuite, sur la partie plan d'action, donc là, ça va vraiment être sur la partie politique et action, ça va vraiment être des éléments pour comprendre le plan stratégique, donc avec des grands axes de l'organisation. Souvent, on définit des grands axes qui vont être liés aux émissions de gaz à effet de serre, donc sur les opérations, les leviers directs d'émissions de
réduction, les leviers directs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des axes qui vont être plutôt sur l'influence des parties prenantes, les achats responsables, l'influence sur les fournisseurs, l'influence sur les clients, et également des actions qui peuvent être plus larges sur la transformation du modèle, la transformation de l'offre. Parfois, comment est-ce que l'offre évolue pour être compatible tout simplement avec un monde qui se décarbone, avec un monde neutre en carbone en 2050. Donc ici, dans ce volet mise en œuvre, on va avoir des grands axes stratégiques qui vont rassembler plusieurs actions déployées, prévues, donc avec plusieurs statuts. Il peut y avoir des actions qui sont déjà engagées, des actions qui sont terminées, des actions qui sont en cours de définition, des actions qui sont prévues, ou des actions qui sont encore à l'état d'idée, souvent qui ne sont pas reportées celles-ci dans la CSRD. Sur la partie cible, donc là, l'objectif, ça va être d'opérationnaliser globalement les grandes trajectoires qu'on a définies dans la partie stratégie, mais avec des déclinaisons qui peuvent être à la fois par business unit ou par indicateur plus précis. Donc souvent, ces cibles sont détaillées en tonnes de CO2 équivalent, parfois différenciées selon plusieurs périmètres. Et vont s'appuyer évidemment sur les trajectoires globales qui sont définies dans la partie stratégie pour les décliner, les opérationnaliser selon différents périmètres. Et enfin, sur la partie métrique, ce n'est pas forcément là que je voudrais le plus m'attarder, puisque c'est finalement ce qui est le plus connu. Souvent dans une stratégie climat ou dans le reporting actuel des entreprises, on s'attarde sur ce qu'on peut quantifier, ce qui n'est pas forcément transformatif, ce qui ne touche pas au modèle, ni sur les moyens. Donc, c'est vraiment les deux premières lignes, donc la comptabilité carbone. Donc là, il n'y a pas de grand changement. On va toujours s'appuyer sur des méthodologies reconnues, même s'il y a des éléments quantitatifs à des indicateurs à soumettre. Là, ce qui va être intéressant globalement pour les organisations, c'est au début de cet exercice de CSRD, c'est l'occasion de revoir un peu son tableau de bord de performance climat. Donc, évidemment, il va y avoir vos émissions sur les 3 scopes, mais il y a d'autres indicateurs quantitatifs, d'autres métriques qui vont être intéressants à intégrer dans un tableau de bord de performance avec des cibles opérationnelles à piloter. Voilà pour un petit état des lieux sur ces différents volets. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être même beaucoup de nouveaux termes que vous ne connaissez pas forcément. C'est vraiment l'enjeu, c'est de reprendre ce que vous avez aujourd'hui sur vos stratégies climat existantes ou les stratégies climat existantes des organisations qui vous accompagnent et de profiter un petit peu de ce cadre réglementaire relativement exhaustif sur les stratégies climat pour challenger, pour mettre à jour les stratégies climat qui composent les organisations dans lesquelles vous intervenez. Merci Nicolas. On va illustrer tes propos avec une petite un visuel sur les indicateurs. Il y a beaucoup d'informations sur la partie qu'on appelle en CSR des performances. Donc les metrics, encore une fois un anglicisme, donc on va appeler nous indicateurs. Vous avez ici une liste non exhaustive. Vous verrez dans la présentation un détail des indicateurs tels que nous on les a lus dans la CSRD et Mélodie va vous proposer une petite démo visuelle de quelques-uns des indicateurs qu'on a retenus. Alors, je vais changer d'écran pour passer dans un environnement sur l'outil. Donc, l'idée ici, ça va être de se projeter dans un environnement de démonstration sur un projet CSRD. Donc, on est ici dans le module RSE qui intègre à la fois des indicateurs aussi sur le volet climat, mais sur aussi les autres normes de la CSRD. On va tout de suite rentrer dans la partie plutôt analyse qui projette les différents indicateurs. Et on retrouve dans cette première page ici les différents volets, donc la partie environnement, donc on voit ici la partie changement climatique, mais aussi au-delà sur les autres aspects, donc utilisation des ressources, pollution, etc. Et on peut voir la segmentation vraiment
du référentiel, donc toujours structuré autour de cette colonne vertébrale, axe, enjeux, indicateurs et données sources, mais ici structuré autour des volets de la CSRD. Dans Tuvalu, donc, on retrouve aussi la possibilité de venir mettre en place des tableaux de bord à partir de la bibliothèque d'indicateurs. Sur ces tableaux de bord, ce qui peut être intéressant, ça va aussi de faire des focus, de mettre en lumière certains indicateurs autour des différentes normes. Donc, si on illustre effectivement le propos de Nicolas sur le volet changement climatique, on va retrouver dans ce tableau de bord présent ici les différents indicateurs. Donc, on va avoir des indicateurs structurés avec à chaque fois le numéro aussi de la norme qui est reprécisé et qui vient structurer les différents indicateurs. Donc, on a des indicateurs qui sont présentés parfois plutôt classiquement en termes de chiffres et puis des indicateurs qui illustrent, par exemple, tel qu'ici la consommation d'énergie, donc les différents volets. Et ce qui sera intéressant, on en reparlera dans la deuxième partie, c'est justement aussi cette analyse. Finalement, la CSRD vient harmoniser donc les différents indicateurs et le travail qui sera à faire sera aussi justement de venir comprendre en fonction de vos propres référentiels, quel est le gap de mise à jour de vos indicateurs pour les normer dans ce contexte CSRD. Donc pour compléter, en termes d'indicateurs, les grands thèmes, hein, vous l'aurez vu, on parle d'énergie, production, consommation, intensité. On parle de gaz à effet de serre sur les différents périmètres. Et puis une partie 7 et 8 sur l'absorption, le financement de la transition et le prix interne du carbone. Donc, généralement, puisqu'ici on est dans une communauté de clients et de partenaires, beaucoup d'entre vous ont déjà des informations sur la consommation d'énergie, la production d'énergie. La particularité, c'est la façon dont la CSRD vous demande de venir agréger, présenter ces informations. On le voit ici pour E1,05, consommation d'énergie provenant des sources renouvelables. Eh bien, il faut le diviser en 3 et montrer la contribution de chaque partie. Ou sur l'autre indicateur d'à côté, c'est sur les sources de consommation d'énergie, les différents types. Donc voilà, on va se retrouver sur ces typologies d'agrégation. Donc là, vous viendrez travailler, on va le voir tout après, avec vos différents chefs de projet pour mettre ça en route. Mais ce sont globalement des informations plutôt connues, mais agrégées d'une certaine façon pour que ce soit lisible et comparable entre les différentes entreprises. Il y a un volet 9, risques et opportunités, ce qui concerne les risques de transition. Peut-être on peut se remettre sur la présentation pour que les participants puissent se projeter. Je dirais que là, il faudra peut-être attirer votre attention sur ces risques de transition qui ne sont peut-être pas complètement compris et suivis par l'ensemble des participants. Alors, pendant qu'on se fait on revient sur l'écran. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous retrouverez dans la présentation le détail. Parfois, je l'avoue, un petit peu long, mais c'est le verbiage de la CSRD avec des grandes descriptions, des indicateurs assez longs. On a comme ça 5 différentes thématiques, je le disais, consommation, les émissions de gaz à effet de serre, le montant des réductions et des absorptions, les crédits carbone si c'est le cas, le prix interne du carbone et enfin les risques physiques. Donc, décrire notamment la part des actifs exposés qui font l'objet d'actions d'adaptation. Donc, voilà, pour faire le lien avec ce que disait Nicolas, vous avez dû décrire vos ambitions, vos plans de transition et vous aurez donc des indicateurs pour les prouver. On est vraiment dans une grande cohérence entre les politiques, les actions et les preuves. On rentre dans une logique de preuve et une vision assez intégrée du climat. Pour en terminer sur ce volet climat, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, vous l'avez compris, mais on voulait vous donner une version synthétique. À considérer, il y a, comme je le disais en début de cette présentation, un certain nombre d'aménagements de calendrier qui vont être proposés pour les entreprises, soit toutes les entreprises, soit les entreprises d'une certaine taille, dans la publication notamment des émissions de gaz à effet de serre. Donc, un nouveau seuil a été introduit depuis juillet, c'est les moins de 750 salariés. Alors, il y a des considérations de comment on compte les salariés, je vous laisse regarder ça plus en détail, mais vous pourrez omettre le périmètre 3, ce qu'on appelait avant le scope 3, la première année. Voilà, je vous invite à suivre. On va avoir de plus en plus de détails jusqu'à la fin de l'année sur ces conditions d'aménagement et de délai. Mais il y a une petite
voilà, une bouffée d'air qui va être donnée pour les entreprises de moins de 750 salariés. Et puis, globalement, tout ce qui concerne les incidences financières dans le climat, c'est un volet nouveau. Je pense que la Commission a compris que les entreprises avaient besoin de temps pour considérer et consolider ces informations. Donc, les premières années, on ne va pas forcément avoir l'obligation de publication pour ces incidences financières qu'il va falloir calculer. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder plus en détail si vous êtes soumis à ces aménagements. Donc, un petit peu de délai, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, mais globalement, les messages importants sont là et les attendus sont assez bien compris. En termes de prochaine, voilà, du déroulement de ce webinaire, il y a beaucoup de questions, mais on voulait quand même faire un petit retour sur les prochaines étapes avec Mélodie avant d'ouvrir vraiment la session d'analyse sur les questions. Je te laisse la main. Alors finalement, pour vous, en tant qu'organisation ou en tant que partenaire, comment se préparer donc à l'intégration de la CSRD? Donc, on l'a vu, on en a discuté déjà. Donc, bien sûr, prendre connaissance de l'acte délégué donc, qui est sorti cet été. À partir de cet acte délégué-là, bien sûr aussi commencer l'exercice de comparaison donc à partir de votre référentiel RSE. Le prérequis serait ici, comme cela a été dit, la mise à jour de l'analyse de matérialité pour identifier quels sont les volets de la CSRD sur lesquels vous allez devoir travailler sur la comparaison et l'analyse des écarts entre votre référentiel donc, voilà, que vous avez déjà structuré autour de vos axes stratégiques et le référentiel CSRD avec les nouveaux indicateurs. Donc, on l'a vu, Caroline l'a illustré tout à l'heure aussi dans l'exemple de démonstration. Peut-être que vous avez déjà des indicateurs qui sont présents aussi sur la CSRD, mais qui ne sont peut-être pas exactement libellés de la même façon ou qui n'ont pas exactement les mêmes catégories. Je pense par exemple aux effectifs, peut-être par tranche d'âge. Peut-être qu'au sein de vos référentiels, vous n'avez pas exactement les mêmes tranches d'âge que le référentiel des indicateurs de la CSRD. Donc voilà, ça va vraiment être ce travail d'écart qui va devoir être fait dans un premier temps. Et puis, pour plutôt donc, nos clients RSE là, qui nous écoutent aujourd'hui, donc on a aussi préparé voilà, des sessions pour aller un peu plus loin justement sur cette structuration et l'accompagnement sur ces écarts, donc notamment au sein de la communauté RSE. On a d'ailleurs une session la semaine prochaine, mardi prochain. Et ce travail-là pourra être fait en accompagnement aussi. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers vos différents chefs de projet. Et pour ceux qui n'ont pas encore voilà, activé le module RSE, si vous voulez aussi qu'on puisse vous projeter un petit peu plus en détail ces démonstrations-là qu'on a vues à l'instant, plutôt sur le volet changement climatique, mais aussi sur les autres volets de la CSRD, n'hésitez pas à contacter aussi notre équipe commerciale. On sera ravis de vous présenter ces éléments. Pour aussi rendre ces prochaines étapes un peu plus concrètes sur les travaux que nous avons aussi lancés depuis cet été, donc depuis la mise à disposition de l'acte délégué. Il y a eu tout un travail de structuration du référentiel RSE-CSRD, donc pour aller, à partir du texte, venir structurer un référentiel avec toujours une architecture, cette colonne vertébrale, axe, enjeux et indicateurs, et surtout données sources. Puisque dans le texte, c'est vrai que le texte est assez conséquent, et donc il a fallu faire ce travail-là. Donc c'est un travail voilà, qu'on a pu aboutir à ce référentiel-là pour recenser les indicateurs quantitatifs, mais aussi qualificatifs. Donc on a recensé voilà, 195 environ indicateurs avec tout un ensemble aussi de données sources associées. Et donc, ce sera sur ces éléments-là aussi que l'on pourra revenir un peu plus en détail lors des sessions collectives RSE et sur la phase aussi plutôt d'accompagnement. Sur une projection un peu plus au niveau de l'outil. Donc, on a bien sûr lancé depuis un certain temps là, les réflexions fonctionnelles sur l'amélioration continue du module RSE pour prendre en compte aussi ces nouvelles exigences sur la CSRD. Quelques améliorations à très court terme, puisque là, les développements vont être lancés d'ici la semaine prochaine.
Notamment, donc là, ça parlera plutôt aux utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser les tableaux de bord, la notion de tag d'indicateurs, puisque avec la CSRD, on va aussi avoir une augmentation du nombre d'indicateurs au sein de vos bibliothèques. Donc, des fonctionnalités qui vont permettre d'aller filtrer et recenser plus facilement les différents indicateurs. Donc, demain, aller recenser vos indicateurs qui sont exploitables pour encore cet exercice de DPF, les indicateurs que vous allez déjà intégrer pour pouvoir vous préparer pour vraiment l'exercice de la CSRD. Et puis, une autre fonctionnalité plutôt sur le statut brouillon, donc un nouveau statut pour se préparer justement et ne pas polluer votre bibliothèque d'indicateurs, où vous allez pouvoir commencer à travailler certains indicateurs, commencer à les mettre à jour sans les rendre visibles par vos différentes parties prenantes qui exploitent déjà vos tableaux de bord. Notre priorité au niveau de la roadmap, c'est bien sûr voilà, les fonctionnalités au sein de la CSRD, notamment aussi sur une fonctionnalité autour d'un catalogue d'indicateurs. Donc, on a déjà lancé ces réflexions fonctionnelles et je voulais faire un point un peu plus détaillé sur cette partie-là. Puisqu'on aimerait lancer là sur ce dernier trimestre 2023 un club utilisateur bêta CSRD pour tester un parcours de navigation sur lequel voilà, on a déjà nous commencé à réfléchir, donc notamment avec cette maquette voilà, qui illustre un petit peu les réflexions fonctionnelles que l'on a déjà eues. L'idée serait de mettre à disposition dans Tuvalu ce catalogue d'indicateurs qui vous permettrait d'enrichir votre bibliothèque d'indicateurs, donc d'aller piocher, puisqu'on est vraiment plutôt on vient adosser des indicateurs CSRD à votre référentiel déjà existant. Donc, d'aller faire ce travail, de venir choisir les indicateurs CSRD, identifier si c'est un nouvel indicateur ou si c'est plutôt une mise à jour d'un indicateur existant. Et on souhaiterait, donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester à la fin peut-être là de ce webinaire, constituer ce club utilisateur vraiment dédié CSRD pour tester ce parcours, donc courant de cette fin d'année 2023. Merci Mélodie. Pour respecter notre timing et avoir un petit peu le temps de la discussion, on va s'arrêter là sur la partie transfert d'expertise. On voulait vous donner un dernier point source d'information. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur la CSRD. Ça bouge un peu tous les jours. Donc, on vous a remis quelques informations intéressantes et des sources critiques pour lesquelles allez vous référer, les documents officiels sur le Parlement, les vidéos et les articles de l'AMF notamment, l'autorité des marchés financiers, pour que vous puissiez vous y retrouver. À partir de ce moment, je crois qu'il nous reste à peu près 10 minutes jusqu'à la fin. On va, si vous le voulez bien, prendre les questions qui ont été mises dans le chat. Je crois qu'on avait plusieurs questions sur le climat et de méthodologie. Donc, on va pouvoir comme ça vous répondre. Peut-être une première question en termes de logistique. Oui, on mettra à disposition la présentation à destination donc de nos clients et de nos partenaires. Voilà, j'attendais le vote d'hier soir pour savoir s'il fallait refaire l'ensemble de la présentation ou pas, mais j'ai l'impression que ça se consolide. Donc, on va pouvoir partager en l'état. Bien sûr, il y aura d'autres mises à jour certainement nécessaires d'ici la fin de l'année. Donc ça peut nous permettre de répondre à la première question. Si je descends le chat, oui, le taux de qualitatif et de quantitatif. Alors, bonne question. On avait des statistiques sur vraiment l'ancienne mouture. La première mouture, c'était novembre. Là, la nouvelle statistique, la nouvelle mouture de la CSRD, c'est de juillet. On est quand même resté sur des ratios assez similaires. C'est majoritairement du qualitatif, puisque comme vous l'a montré Nicolas, vous l'a illustré sur le climat, on a des questions sur présence, existence de plans d'action, initiatives, voilà. Donc, dans une logique un peu sur Tuvalu, on aura peut-être des checks, oui, non, on a cette possibilité de reporter sur du qualitatif également, mais ça vous engage davantage sur l'aspect amont des indicateurs. On était sur du 2 tiers qualitatif, 1 tiers quantitatif à l'origine de la CSRD. On ne devrait pas être loin en termes de ratio aujourd'hui. Je descends encore. Une question pour Nicolas, je pense. J'avais compris que la méthode GHG Protocol ne comprenait pas la notion d'amortissement sur les immobilisations. On a une question favorite, GHG versus bilan carbone. Est-ce que tu veux t'exprimer sur ce sujet? Oui, je peux faire une réponse. En effet, il y a
il y a des différences mineures hein, entre le bilan carbone ou même le BGS réglementaire et le GHG protocole et la façon dont les amortissements sont traités en études. Généralement dans le GHG protocole, on a plutôt une approche par flux, hein, donc on va compter toutes les émissions liées à l'acquisition de nouveaux matériels dans l'année. Quand dans le bilan carbone ou BGS réglementaire, on va plutôt avoir une approche par parc ou par stock, hein, on va lisser, et donc on va amortir de la même manière que le bilan comptable. Après, c'est généralement, hein, parce on peut venir faire autrement en le justifiant. Et donc finalement, c'est un petit peu ça les deux points d'attention ici, c'est que en fait, les deux sont possibles. L'important, c'est la transparence et de manière plus générale que sur cette question très précise sur la comptabilité des émissions liées aux amortissements, c'est ce qui va être important en fait, hein, parce que et c'est un grand pas en avant qu'il y ait cette directive européenne puisque ça impose un cadre de transparence avec des données publiques pour la majorité des entreprises européennes. Et dans le cadre de la comptabilité carbone, c'est pareil, il faut absolument avoir une transparence assez rigoureuse sur les hypothèses, sur le périmètre et sur les choix qui sont faits dans la comptabilité carbone. Et peut-être parce que je pense que j'avais parlé de ça quand je parlais des émissions verrouillées. En fait, ça n'empêche pas, hein, quelles que soient les hypothèses ou la méthodologie choisie, d'avoir des émissions verrouillées. Parce que si je reprends mon exemple d'investir dans une chaudière gaz naturel, par exemple, je vais avoir des émissions verrouillées dans tous les cas, qui vont être liées à la combustion du gaz naturel pendant les 10 prochaines années, par exemple, en général, je ne vais pas changer de système de chauffage dans mon usine ou dans mon entreprise l'année prochaine. Donc, je vais avoir des émissions verrouillées dans tous les cas liées à l'utilisation, donc qui ne vont même pas être liées à l'amortissement disons, des émissions amont de la chaudière. Merci. Avant qu'on passe à d'autres sujets de type de questions, y a-t-il d'autres questions sur les aspects climat pour Nicolas? Est-ce que c'était limpide? N'hésitez pas même à lever la main et puis on terminera sur les autres questions après. Non, c'était bon. Je ne vois pas de main levée, c'est bon, on peut continuer. On va peut-être prendre une dernière question, puis après on fera la conclusion. Et on a un nouveau message. Est-ce que... Très bien. Oui. Alors, des questions de type périmètre et ce qu'on est considéré. Alors, est-ce que le type de reporting inclut les entités françaises et ou les filiales étrangères et quid des partners qui nous représentent à l'étranger? Effectivement, donc c'est un sujet un peu de discussion sur qui est éligible, qui rentre. Est-ce que les filiales doivent reporter ou est-ce que c'est la maison mère? C'est quand même plutôt principalement l'obligation sur c'est possible que les maisons mères répondent à la place des filiales si les informations sont bien transmises. Là, je ne suis pas juriste personnellement, donc je peux vous renvoyer vers les textes précis sur ce sujet. L'AMF aussi a fait un bon distinguo entre filiales à l'étranger, filiales maison mère. Là, l'important, c'est peut-être de vous coordonner avec entre filiales et maisons mères pour savoir comment vous allez organiser la production d'informations et la publication. Je pense qu'il faut distinguer les deux. La production d'informations, elle va toujours être nécessaire. Après, c'est dans quel niveau de consolidation les choses vont avoir lieu. Si je reprends mes petites notes de l'AMF, je m'attendais à une question sur ce sujet. Et donc, c'est vrai que on voit que les filiales peuvent être exemptées si toutes les informations de la filiale, une partie des informations remontent à la maison mère. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller voir les spécialistes de consolidation et les juristes pour bien rentrer dans les clous de la norme. Et puis, on attend aussi un peu plus d'informations de transposition en droit français et pour avoir un peu plus d'informations. Mais je crois que ces exemptions ne s'impliquent pas aux grandes entreprises cotées. Donc là encore, des subtilités dans la prise en compte des filiales à l'étranger et des maisons mères. Pour les PME en France, quelle est la date d'application de la CSRD? Alors, votre terme PME, c'est un terme un peu générique, il faut reprendre. Donc là, on vous disait au niveau du tableau, c'est un croisement entre le chiffre d'affaires ou le bilan et les effectifs. Mais on peut dire que
globalement, si vous êtes une PME, je dirais, cotée, on va aller plutôt sur l'exercice 2026 publié en 2027, mais il y a des options pour différer pendant 2 ans. Donc, voilà, pour vous donner une idée, hein, c'est dans peut-être, on est en 2023, voilà, dans 2 ans et potentiellement un peu plus. Mais ce que je disais avant, c'est que peut-être que le marché va progresser plus vite que la norme et que les entreprises qui ne sont pas considérées encore comme éligibles vont quand même devoir ou vouloir s'adosser à la CSRD pour harmoniser leurs indicateurs, pour pouvoir, parce que peut-être des fournisseurs ou des clients vont leur demander, et puis pour que se mettre un petit peu au goût du jour. Donc, à mon avis, on va être dans une phase de transition pendant quelques années où un plus grand nombre d'entreprises que le périmètre éligible vont s'essayer à la CSRD. Donc, mon conseil, ce serait de se préparer sans se mettre trop de pression, mais se préparer pour adapter son référentiel progressivement pour intégrer la CSRD et maintenir vos indicateurs sur les autres référentiels qui ne disparaissent pas. Hein. EcoVadis est toujours là, ne bouge pas. Je peux peut-être te laisser prendre celle-là. On va prendre une dernière question et après on va vous laisser. Alors, il y avait une question aussi plutôt sur la partie paramétrage des indicateurs CSRD dans la bibliothèque Tuvalu. Donc, comme on l'a vu déjà dans l'exemple tout à l'heure de démonstration, on peut déjà intégrer des indicateurs CSRD dans l'outil Tuvalu, tel qu'elle a été présentée tout à l'heure dans la volet partie changement climatique. Sur la partie, pour l'instant, bibliothèque Tuvalu, on a déjà des bibliothèques, mais qui sont plutôt au niveau des données sources, on va dire, nécessaires à la publication donc, et à la mise en œuvre des indicateurs CSRD. Et donc, ce niveau de bibliothèque est déjà existant dans Tuvalu. Ce que je projetais effectivement tout à l'heure sur la partie catalogue d'indicateurs, c'est là le nouveau parcours qu'on aimerait justement faire tester par ces bêta utilisateurs qui vient intégrer cette nouvelle notion de bibliothèque qui est la bibliothèque d'indicateurs, ici bibliothèque d'indicateurs CSRD, et notamment ce parcours qui permet de comparer des indicateurs existants à des indicateurs CSRD. Et donc, Agnès, on serait ravis si vous étiez intéressé aussi de suivre voilà, ce parcours-là pour tester un peu ce nouveau fonctionnement qui permet d'aller adosser des indicateurs existants à d'autres indicateurs, CSRD demain, mais peut-être aussi sur d'autres volets, indicateurs Bicorp, indicateurs je sais pas, EcoVadis, voilà. Écoutez, je vois qu'il est bientôt l'heure de vous laisser. On voulait vous remercier pour être venus si nombreux aujourd'hui. C'était notre premier webinaire un peu expertise à destination de notre communauté de clients et de partenaires. Si cela vous a plu, on pourra sortir voilà, peut-être d'autres sujets. On a beaucoup d'idées évidemment, mais c'est en fonction aussi de vos idées. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur le format et le contenu. Les experts Tuvalu sont là ont toujours à cœur de partager un peu leurs analyses et ça fait avancer aussi la compréhension de tout le monde et faire grandir un peu notre communauté. On mettra à disposition donc la présentation et puis si vous avez des questions plus spécifiques, je vous invite à nous contacter et puis à revoir vos chefs de projet et l'équipe commerciale si vous avez envie d'en voir plus sur le module RSE. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et on se revoit très vite. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. À tous.